Ici Reg et aujourd'hui je vous fais cette petite compilation de mes critiques Twitter. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que je fais des mini critiques de films. J'ai parlé ce mois-ci de Black Mirror saison 4 parce que j'aurais pas le temps de faire une vidéo dessus, de Jumanji, de Bright. Donc grosso modo tous les trucs que je vois et je fais pas de vidéo dessus sur YouTube, je fais sur Twitter. Ça dure moins de 2 minutes 20, c'est sympa, c'est très bref, juste pour vous donner mon avis général. Je ferai à chaque fin de mois une compilation de mes critiques Twitter, voir si vous aimez ça, sinon bon, j'arrêterai tout simplement. Du coup, ce mois-ci, je vous mettrai dans la description les moments des vidéos pour chaque film qui vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez tout regarder. Et suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube et suivez-moi sur Facebook. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Aujourd'hui, une petite Twitter critique concept que je veux le cousin pour le film Bright de Netflix. Alors Bright de Netflix, c'est le nouveau film par David Ayer avec Joel Edgerton et Will Smith, une sorte de urban fantasy où il y a des orques, des elfes et des humains qui vivent ensemble. Il y a même des nains mais qu'on voit jamais dans le film. Et c'est très très mauvais. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est très très mauvais dans le sens où il y a plein de petits trucs sympas que tu aurais aimé voir plus et mieux fait et plein de trucs archi nuls. Genre le monde est pas très cohérent. Il y a juste, en fait, ils ont juste remplacé des stéréotypes de la vraie vie par des orques et des elfes, grosso modo. Les stéréotypes, les gros clichés vraiment par rapport aux orques et aux elfes, surtout par rapport à la communauté noire et par rapport à l'aristocratie et plein d'autres trucs où je vais pas rentrer en détail parce que c'est vraiment n'importe quoi et c'est trop mal fait. Mais c'est surtout que le concept était intéressant, mais vraiment très très mal exploité. On n'a pas l'impression de vivre dans un vrai monde, dans un truc qui est réel. Et l'intrigue principale, parce que la première demi-heure est sympa dans le sens où on nous présente le monde mal, on aurait pu le présenter beaucoup mieux. Mais le fait de présenter le monde est sympa. Et j'aurais juste aimé voir l'histoire de quelqu'un dans ce monde-là. Mais l'intrigue principale, c'est qu'ils tombent sur de la magie, sur une baguette magique, et ils doivent essayer de trouver un moyen de s'en débarrasser. Et ils tombent sur une elfe qui peut contrôler cette baguette magique. Et c'est très mauvais, il n'y a aucune surprise, il n'y a rien d'intéressant, les dialogues sont très mauvais. Il y a quelques trucs sympas entre la relation de Joel Edgerton et Will Smith, de leur personnage, mais sinon c'est cucu, les dialogues sont très très mauvais, la mise en scène n'est pas terrible du tout, même si c'est du David Ayer, enfin surtout si c'est du David Ayer, j'ai envie de dire. Mais il y a pas grand chose à sauver dans le film. Il y a quelques moments sympas qui sont drôles, mais sinon, franchement, je vois pas grand chose qui mérite d'être vu. C'est un mauvais film euh, qui, qui a pas beaucoup de moments sympas. Le début est vraiment sympa, mais ensuite ça part en couille et il y a pas grand chose à faire. Voilà, donc ça c'était Bright de Netflix. J'essaie de faire plus de critiques Twitter comme ça parce que c'est facile à faire et c'est moins chiant de faire une vidéo. Et je pense que tout le monde s'en fout de Bright, donc voilà, Bright de Netflix. A plus. Aujourd'hui, une critique Twitter de Jean-Claude Van Johnson, la nouvelle série avec Jean-Claude Van Damme. C'est assez dingue parce que c'est pas une série que je m'attendais à regarder avec autant de plaisir, mais c'est une série qui parle donc de Jean-Claude Van Damme qui est à la retraite depuis quelques années et il revient en force au cinéma et en tant qu'espion. Ouais, c'est ce genre de série et c'est une série extrêmement fun avec un Jean-Claude Van Damme complètement assumé. C'est une sorte de série introspective sur sa personne, sur sa carrière, mélangée à des éléments de fiction qui sont dignes de ses films. Et ce qui est dingue, c'est qu'on sait pas trop où est la réalité, où est la fiction, où était quelque chose que voulait mettre de personnel Jean-Claude Van Damme dans la série, et où était quelque chose complètement d'inventé, référencé des autres films. En tout cas, il y a beaucoup de références à ses anciens films, c'est clair, il y a beaucoup de Time Cop, il y a du Bloodsport, il y a du Kickboxer, il y a même une référence à Cyborg à un certain moment. Je pense pas que beaucoup d'entre vous ont vu Cyborg. En tout cas, c'est une série qui comprend très bien Jean-Claude Van Damme, il a été très content, j'ai vu une interview, il était très content de la faire. Et c'est une série qui est super fun, super référencée. C'est un hommage à Jean-Claude Van Damme, à ses films, à ce qu'il aime faire. Et si vous êtes fan de Jean-Claude Van Damme, c'est une super série à regarder. Mais je vois pas pourquoi d'autres personnes la regardent. Si les personnes ne connaissent pas du tout Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas trop d'intérêt, il n'y a pas trop d'aspect fun là-dedans, mis à part pour les fans de JCVD. Et c'est sûrement l'un des meilleurs trucs qu'il ait fait depuis justement JCVD et la pub Volvo où il fait son méga grand écart. Enfin bref, c'était super fun à regarder, c'était une bonne série, je l'aurais mis dans mon top des séries cool de fin d'année que j'ai vu cette année. C'était 6 épisodes, 3 heures, et ça se finit très vite, et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, je trouve que c'est un peu mou vers la fin, mais pour les fans de Jean-Claude Van Damme, c'est une petite perle, ce Jean-Claude Van Johnson. Je viens de voir Jumanji, qui est donc une sorte de pseudo-remake à Jumanji, où quatre adolescents se retrouvent coincés dans un jeu vidéo, où ils ont plusieurs vies, ils ont plusieurs niveaux à passer. Grosso modo, la meilleure adaptation de jeu vidéo que vous ayez vue au cinéma. Ce qui se passe, c'est que c'est donc une suite remake un peu à Jumanji, avec quelques références au Jumanji avec Robin Williams.
Et c'est assez intéressant parce que c'est un film d'aventure familiale comme le premier Jumanji. Et pour moi, ça a très bien capturé l'esprit de Jumanji. Dans le sens où c'est un film pour les enfants, pour la famille, à regarder ensemble. C'est une aventure, une sorte de... Limite, j'ai envie de dire que c'est plus une aventure que le premier Jumanji, parce que là, c'est vraiment la jungle, c'est une forêt, c'est des animaux, tout ça, alors que l'autre, c'était plus de la fantaisie urbaine, un peu bizarre, avec la jungle qui arrivait dans la ville, c'était un peu plus intéressant. Mais là, on a plus une aventure dans la jungle directement. Et la grande force de Jumanji, c'est le fun qui est dedans, tout simplement. C'est que les choses ne sont pas prises au sérieux, c'est que les acteurs s'éclatent clairement durant le film, c'est que les personnages sont attachants, ont quelque chose qui les rend intéressants, ont leur arc narratif bien précis qui se développe. C'est pas intéressant dans le sens où c'est un grand film, non, pas du tout, c'est oubliable comme film, mais c'est un bon moment familial. Vous allez sûrement passer un bon moment devant si vous allez avec des potes ou en famille, justement. Et faut juste pas le prendre au sérieux. Il y a quelques incohérences, il y a quelques facilités scénaristiques, il y a quelques gros clichés. Il y a par exemple le personnage de Kevin Hart qui n'a pas du tout la même personnalité dans le monde du jeu vidéo et le monde réel, contrairement aux autres personnages qui sont encore très authentiques. Mais il faut féliciter les acteurs, surtout The Rock qui est intense, c'est le cas de le dire. Kevin Hart qui est très drôle, Karen Gillan et Jack Black qui sont top. Jack Black qui est top dans le rôle d'une adolescente. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais il est super. Enfin bon, Jumanji, ce n'est pas un sacrilège. Parce que si vous pensez que le premier Jumanji c'est une pierre de Dieu, bah alors faut peut-être revoir vos standards. C'était juste un film sympa, Jumanji, qui a mal vieilli, le premier. Donc là, c'est juste le nom de Jumanji, bon, c'est pour faire du pognon. Mais c'est un film qui est bien, et qui est sympa, et qui vaut autant que le premier Jumanji. Franchement, je vois pas pourquoi les gens détestent ce film, il est juste sympa et sans plus. Le premier Jumanji était sympa et sans plus aussi. C'était pas un chef-d'œuvre moderne, c'est juste que vous l'avez vu quand vous étiez gosse. Moi le premier, hein. Voilà, c'était Reg, c'était Jumanji. Allez voir Jumanji si vous avez rien à faire, c'est cool, c'est sympa. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Ici Reg et je viens de voir Crime sur l'Orient Express de Kenneth Branagh. Et honnêtement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est donc l'histoire de ce meurtre qui a l'air sur l'Orient Express. En pleine nuit, quelqu'un se fait assassiner et Hercule Poirot doit déterminer le coupable. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé en théorie. Dans le sens où j'adore la réalisation, j'adore la photographie, j'adore les acteurs, j'adore la musique. J'aime vraiment tout à propos du film. Mais mon Dieu, que je me suis fait chier. Mon Dieu, que c'était ennuyant à mourir. Je pensais que l'histoire allait se lancer, allait partir quelque part de vraiment intéressant et de nouveau. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça peut pas. Ça peut pas parce que j'ai lu le livre d'Agatha Christie. Je m'en rappelais pas très bien quand j'ai commencé le film, mais au fur et à mesure du film, certains éléments me sont revenus et je me suis rappelé de trucs hyper importants du livre. Et du coup, bah forcément, quand un film d'enquête policière où vous connaissez la fin et grosso modo tous les indices, c'est beaucoup moins intéressant. Du coup, je conseille Orient Express, Crime sur Orient Express, à tous les gens qui veulent voir un film qui peut être divertissant si vous ne connaissez pas la fin, si vous ne connaissez pas le livre, si vous avez lu le livre, pardon, il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous, il y a une bonne adaptation du livre, pour le coup je trouve vraiment, mais sinon il n'y a rien. C'est comme, le problème avec ce film, c'est comme lire le livre. Vraiment, c'est comme lire un livre à l'écran. Il y a des moments lents, il y a des moments intéressants, il y a des moments beaucoup moins intéressants, mais il n'y a pas vraiment de rythme qui élève le film au plus que du livre en fait. Donc c'est ou lire le livre ou regarder le film. L'expérience est étonnamment la même. C'est très bizarre de dire ça, mais j'ai ressenti la même chose en lisant le livre et en regardant le film. Il y a des passages hyper chiants, des passages hyper intéressants et le dénouement est grandiose. Mais il est grandiose quand vous le connaissez pas. Car toute l'histoire, toute la magie d'Orient Express, c'est donc la fin, comment le crime a été fait. Et quand vous le connaissez, bah forcément le film est beaucoup moins intéressant. En tout cas, c'est un bon film, je trouve que Ken Branagh a réalisé un vrai bon film, mais à conseiller à tous les gens qui ne connaissent pas Agatha Christie et à tous les gens qui ne connaissent pas le livre, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine fois, c'était Reg, et salut à tous. Je viens de voir Star Wars 8 en 4DX, donc c'est pas vraiment une critique du film, c'est une critique juste de la technologie 4DX. Je viens de payer 17 balles 50 pour voir un film avec des chaises qui bougent, avec un peu de vent et de l'eau. Grosso modo, la 4DX, c'est une expérience sympa, avec un gros blockbuster d'action à faire une fois dans sa vie, parce que c'est une expérience à part, c'est sympathique, c'est nouveau, c'est voilà, si vous êtes fan de trucs à essayer dans la vie, c'est un truc intéressant à essayer. Cependant, regarder un film pour la première fois en 4DX, c'est pas une bonne idée, vous êtes
extrêmement déconcentré la plupart du temps. J'avais déjà vu Star Wars, du coup ça m'a pas dérangé. D'ailleurs Star Wars 8 est toujours aussi bon, frappez-moi. Mais sinon, ce qui se passe, c'est qu'il y a grosso modo la chaise qui bouge, il y a des coups de vent à droite à gauche, il y a de l'eau qui vous arrive dans le visage, et il y a une scène de pluie dans Star Wars 8. Alors là, je me suis fait vraiment boucaquer la tête, c'était insupportable. Heureusement que vous pouvez tourner, turn off l'eau, grosso modo. Mais ce qui se passe, c'est que les chaises qui bougent, c'est sympa. Les coups dans le dos, comme ça, les coups de matraque dans le dos, c'est sympa, c'est immersif, surtout dans le combat Kylo Ren Rey. Mais franchement, 17 balles 50, ça vaut pas le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il y a des moments, pour rendre la scène plus intense, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait à fond les ventilateurs. Du coup, il y a genre, quand il y a Rey et Luke qui s'entraînent sur l'île, il y a à fond les ventilateurs et vous entendez ni la musique et à peine le dialogue. C'est assez insupportable. Je pense que pour avoir une excellente expérience 4DX, il faut vraiment que le film soit pensé pour la 4DX. Il y a leur pub qu'ils mettent avant la 4DX, hyper immersive, déstabilisante pour tester les nouvelles technologies. Bon, ça dure 2-3 minutes, mais même pas une minute. Mais c'est immersif. Alors que là, les moments en speeder avec Poe étaient sympas, la fin avec les speeders était super cool. Le moment où vous prenez les coups de matraque, étonnamment, c'est immersif. Le moment où vous avez autre chose que le vent et l'eau, c'est cool. Si on peut enlever l'eau et le vent et baisser le prix à genre 12 balles, c'est une expérience qui peut peut-être valoir le coup même pour des nouveaux films. Mais le vent qui est trop fort, l'eau tu te prends des cum shots insupportables. Enfin, c'est invivable. Mais sinon, ça reste quand même une expérience sympa à faire une fois sur un film que vous avez déjà vu et un film à frisson, genre Star Wars, quand il y a les speeders qui passaient, j'étais en speeder, j'étais bien. Voilà, moi je vous dis à la prochaine fois, c'était Reg pour plus de critiques Twitter. A plus à plus. J'aimerais vous faire une critique, mais aujourd'hui on va parler de Black Mirror saison 4, il est 3h15 du matin, je viens de finir la saison 4. Et je vais aller épisode par épisode, mais grosso modo c'est une saison qui m'a énormément déçu. J'ai beaucoup d'attentes, enfin j'avais beaucoup d'attentes, c'est la vérité pour Black Mirror, j'adore cette série, elle est vraiment très importante à mes yeux, pour tout, en tant que série, pour le monde, pour la société, enfin bon, j'exagère, mais c'est une série qui reflète beaucoup plein de choses de la vie de tous les jours. Épisode 1, USS Callister, c'est un principe qu'on a déjà vu avec la puce de jeux vidéo, qu'on a déjà vu dans la saison 3, en moins impactant, en moins intéressant, avec une histoire qui ne tenait pas la route dans les thématiques qu'elle voulait aborder. La fin est un échec total parce qu'elle part en contradiction totale avec le reste de l'épisode, donc un épisode très décevant et sans plus. L'épisode 2, qui est donc Archangel, était encore une fois un concept de la saison 1 qui était exploité mais de manière plus personnelle, plus familiale. C'est intéressant, ça fait pas réellement réfléchir. C'est une histoire sympathique encore une fois, mais qui me fait pas réfléchir plus que ça. C'est genre facile, parent, enfant, et ça s'arrête là. L'épisode 3, Crocodile, même concept que l'épisode 2 et l'épisode de la 3 de la saison 1 de Black Mirror, sauf que c'est une enquête policière qui est pas bonne, pas intéressante et pas du tout impactante du niveau des personnages. L'épisode 4, Hang des DJ, est sûrement l'épisode le plus chaleureux de cette saison, mais contrairement à San Junipero, il n'est pas doux amer, il n'y a pas ce truc derrière. C'est juste une bonne histoire, chaleureuse, sympathique, et sans plus. Ça fait réfléchir sur les relations, pour le coup, et vu leur impact dans la société entre deux personnes. Mais sinon, malheureusement, c'est l'épisode qui fait le plus réfléchir, et c'est pas folichon. Épisode 5 de Black Mirror, c'est Metalhead, angoissant, flippant, véritable chef-d'œuvre pour le coup de cette saison. J'ai adoré. Ah bon, après comparé aux autres c'est compliqué, mais c'était intense, c'était effrayant. C'est une histoire que j'ai adoré, l'ambiance était phénoménale. Et l'épisode 6 c'était une sorte de compilation d'histoires méta référencée Black Mirror, qui avait pas de message, pas de thématique. Donc il n'y avait qu'un seul épisode avec une thématique, il n'y avait qu'un seul épisode qui avait quelque chose à raconter, c'était l'épisode 4. Et il n'y avait rien de pessimiste. C'était vachement optimiste, c'est très anti-Black Mirror, c'est plus humain. En tout cas, très très déçu de cette 4ème saison de Black Mirror et je ne peux pas la conseiller. C'était Reg pour une critique Twitter de Black Mirror saison 4. Salut à tous.